Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Charlotte Abécassis, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au vernissage de l'exposition du Cercle des artistes havrais, Oui. Qui a lieu au carré de l'Hôtel de Ville. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Alors c'est la 4e édition, cette exposition. Nous avons démarré en 2013. Là, en 2019, la mairie nous soutient énormément et a décidé, il y a 2 ans, de nous inviter à nouveau. Donc c'est un honneur pour nous. Alors il y a 1 an, j'ai demandé aux 20 membres de l'association, on est entre 18, 19, 20 membres, artistes, sculpteurs, peintres, photographes. Je leur ai demandé, si possible, parce que j'impose jamais rien, je leur ai demandé si possible de sortir un petit peu de leurs habitudes. C'est-à-dire d'utiliser des formats, des techniques, des outils, des supports différents. Est-ce qu'il y avait une thématique? Non, la thématique c'était simplement de sortir, de ne pas faire la même chose. Sa zone de confort. De sa zone de confort, c'est exactement ce que je leur ai dit. Alors sur le moment, il y a un peu plus d'un an, oui, il y a eu un énorme tollé quand j'ai annoncé ça. Mais à chaque fois, je leur dis, comme quand des fois il y a des thèmes, on nous propose, on nous invite sur un thème. Là, je vous invite à sortir de votre zone de confort, mais vous n'êtes pas obligés. Vous faites ce que vous voulez. Bien sûr. Et c'est quand on n'impose pas que, en général, les gens se disent « Ah, bon, j'ai une marge de liberté, je peux suivre ou ne pas suivre ». Et je me suis rendu compte, là, aujourd'hui, on le voit, que ceux qui râlaient le plus, c'est peut-être ceux qui ont fait les choses les plus étonnantes et les plus surprenantes. L'idée, c'était de se surprendre, en tant qu'artiste et de surprendre les gens qui allaient venir voir l'exposition. Bien sûr. Alors vous, par exemple, vous avez fait une série d'éventails. Voilà, donc les autres fois, j'avais travaillé sur le thème du triptyque, une autre fois, j'avais travaillé sur les paravents, et puis justement, j'avais vu des expositions à Paris avec des éventails, et je me suis dit, un support intéressant. Alors, vous avez combien d'artistes exposés ici? Jusqu'au 30 mars, je crois. 30 mars, nous sommes 18. 18. Monsieur et dame. Oui, et donc le groupe, ça oscille entre 18 et 20 personnes. Et nous cherchons en ce moment à recruter du monde. Donc on regarde les personnes qui proposent leur dossier pour entrer dans l'association. J'ai l'impression que c'est une très belle exposition. Oui. Avec la variété des inspirations et des talents. Voilà. Et tout le monde a vraiment joué ce jeu finalement, de sortir un travail avec des outils, des formats différents. Et je pense que le résultat fait une exposition variée, riche, surprenante. Et c'est ça qu'on souhaitait. Voilà. Au début. Eh bien, on va inviter tout le monde à venir au carré de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup, Charlotte Abécassis. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci. La rubrique des spectateurs. On s'est quitté le 24 février sur le blues d'un Dick Annegarn bégayeur, ce qui est un comble pour cet artisan des mots qui célèbre sans relâche l'art de la chanson. Car la chanson, c'est la littérature orale, disait-il. Littérature et chanson. On voit bien que de nombreux auteurs de chansons, souvent auteurs, compositeurs, interprètes, sont aussi des auteurs tout court. Et ils sont nombreux à publier des romans tout en sortant des albums et en se produisant sur scène. Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, vient de publier Une sirène à Paris, bientôt adaptée au cinéma. Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens pour Petit Pays,
a repris le chemin des studios où il continue d'enregistrer ses albums. Raphaël a non seulement signé quelques chansons célèbres, mais son recueil « Retourner à la mer », publié chez Gallimard, a obtenu le prix Goncourt de la Nouvelle. Et on n'a pas oublié, évidemment, Yves Simon, ses Gauloises bleues des années 70 et son prix Médicis en 1991 pour La dérive des sentiments. Bref, la liste est longue. Et nous, les spectateurs havrais, on a été gâtés en profitant de la présence d'un artiste en pleine ascension cette année, Bertrand Belin, qui était fin février au Tetris et à la Galerne. Encensé par la critique et par ses pairs, Dominique A., le Nantais, soutient son ami breton depuis ses débuts en 2005. Bertrand Belin vient de débuter au Havre une tournée d'une 50aine de dates qui le portera à l'Olympia en avril. On a donc eu la chance de découvrir en avant-première son dernier album, Persona, et les reprises éblouissantes et sensibles de chansons piochées dans ses 5 albums précédents. Et le Tetris a vibré le 26 février. On était fiers d'être les premiers à ce concert, et quel concert! Oh là là! Les adjectifs se bousculent pour qualifier cet artiste de plus en plus présent dans les médias. Il faut dire que sa double actualité n'a laissé personne indifférent. Un 3e roman et un 6e album en même temps. Dans Grand Carnivore, Bertrand Belin déploie son univers singulier dans une fable grinçante où les prédateurs ne sont pas forcément des fauves échappés d'un cirque, mais plutôt les puissants, les notables, ceux qui possèdent le langage, le pouvoir de la parole, face à ce fleuve de casquettes, les ouvriers, qui ont toute la sympathie de ce fils de pêcheur breton, resté fidèle à sa condition malgré les sunlights. Il le revendiquait clairement l'autre jour à la Galerne, où il était invité à rencontrer ses lecteurs, ses fidèles lecteurs. La verticalité des sociétés est au centre de son inspiration et sa réflexion sur le langage, parce qu'il est fasciné par l'écriture, par les mots, tous ces mots qui font des livres ou des chansons. Son éditeur avait vu juste. C'est le regretté Paul Otsakowski-Lawrence, exigeant découvreur de talent, qui l'a accueilli dans sa belle maison d'édition, POL, dès son premier roman, Requin, reconnaissant en lui un auteur singulier. En effet, les mots, leur sonorité, leur prononciation, leur musique sont pour Bertrand Belin des mobiles de Calder qu'il se plaît à dompter dans la forme courte et contrainte de la chanson. Parce qu'il les dompte, les mots précieux, dans ses albums envoûtants. Et sa voix grave de crooner joue avec les silences, traîne avec préciosité sur ceux qu'il nous offre au compte-gouttes, retardant notre plaisir d'assembler le puzzle du texte achevé. Cette recherche de l'épure, des textes elliptiques, si sensibles dans les albums, se déploie majestueusement sur scène. On était sous le charme au Tetris, emporté par le velouté profond des guitares rock. La sienne, dont il joue si bien, l'air de rien, dandy décalé, élégant, mèche folle, présence chaleureuse et voix enveloppante et sensuelle, en solo ou en duo, avec Tatiana Mladenovic, sa batteuse impeccable. Et comme toujours, le concert a donné corps aux enregistrements. Surtout au Tetris où l'intimité du lieu favorise la rencontre du public avec les artistes, et la rencontre des artistes avec notre ville qu'ils aiment eux aussi. Le Havre, c'est notre Memphis à nous, avait déclaré Bertrand Belin à la Galerne. On était flattés. Et après le concert, on pensait, en descendant vers le port, aux paroles de Choses Nouvelles sur son dernier album. Quand, la nuit, il contourne un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier suspendu, de grues, un peu comme nos paysages ici au Havre qu'on aime tant. Et c'était un peu pour nous tout seuls, ces paroles. La nuit, je te parle tout seul, pour te dire des choses nouvelles, je chéris ton cœur adoré. Ah, merci pour ces choses nouvelles murmurées à nos oreilles. On adore. On va réécouter nos CD dans la nuit en fermant les yeux et on se retrouvera le 24 mars. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc
mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur, adoré. Dans un coin d'architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon, cachant à ma raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, adoré. Contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu, songeant au sommeil mathématique des grues. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, oh adoré. Bonjour, aujourd'hui nous sommes aux Yeux d'Elsa en compagnie de Maddy Flynn, à qui j'ai demandé de se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Maddy Flynn, j'ai 28 ans. Je suis auteure pour HarperCollins pour la collection Harlequin. Vous écrivez depuis combien de temps ? Alors j'ai commencé à écrire sur internet à travers mes blogs. J'avais environ 13 ans, j'étais au collège et j'ai commencé par écrire des polars, des fanfictions. Et après m'être rendu compte qu'il fallait évidemment se faire un nom pour s'imposer dans l'univers du thriller, je me suis tournée naturellement vers la dark romance afin de mêler des histoires d'amour et des enquêtes policières. C'est ce que recherche Harlequin ? Tout à fait. J'ai commencé donc des concours sur internet pour essayer de me faire connaître, d'avoir des gens qui me suivent. Et en écrivant du coup un polar mêlé un peu à une histoire, une enquête avec des profilers et des tueurs en série, j'ai été contactée par Harlequin. Vous avez fait des études de criminologie ? Alors en fait non, pas du tout, mais je me suis beaucoup renseignée. Dès l'adolescence, je me suis passionnée pour la criminologie et le profilage.
Et j'ai commencé à acheter des livres, par exemple de Monsieur Pierre Bellemare ou de Monsieur Bourgoin, mais je me suis également tournée vers des profilers et des professionnels américains, comme Robert Ressler, qui est le premier profiler du FBI. Et votre premier roman que vous avez édité à compte d'auteur, vous aviez quel âge ? Alors j'ai commencé à éditer, j'avais 16 ans. Ça s'appelait Immersion en enfer. Et j'ai continué avec mes 2 personnages, Tom et Lucas, avec 4 romans que j'ai publiés en auto-édition, en espérant un peu me faire connaître. Vous avez donc un enquêteur fétiche, vous l'avez toujours ? Oui, c'est vrai que j'ai jamais, même si je continue maintenant plutôt dans la dark romance et la romance suspense, je continue les thrillers et j'ai jamais vraiment abandonné Tom et Lucas, qui est mon duo fétiche favori. Vous pouvez me les décrire ? Alors tout simplement, Tom, c'est un commissaire un petit peu bourru, très renfermé sur lui-même, très hautain, qui voit débarquer dans sa vie un tout jeune criminologue. Et c'est ce criminologue qui va le faire s'ouvrir un peu et croire en la psychologie et croire un peu que derrière chaque meurtre, il y a un criminel intelligent avec une réflexion. Et c'est un peu ensemble qu'ils vont enquêter et évidemment se rapprocher l'un de l'autre. Et le lieu, ça se passe où ? Alors, en ce qui concerne Tom et Lucas, ça se passe en Bretagne. À Roscoff. À Roscoff. Les moyens utilisés. Eh bien, tout simplement, je crois que je commence par l'enquête. Et puis, je note les tournants décisifs comme dans n'importe quel polar. Et finalement, j'arrive à ajouter des petites notes, des petits bouts de vie, pour qu'on le lecteur puisse s'identifier au personnage. J'essaye de leur donner une âme, de leur donner une personnalité. Et ça vient se greffer tout doucement à l'enquête. Et ça rend l'histoire un peu plus vivante, peut-être. Est-ce que vous faites des recherches quand vous faites vos livres ? Alors du coup, quand j'étais plus jeune, non, pas vraiment. J'avoue que les polars s'écrivaient assez rapidement et très naturellement. Mais quand j'ai commencé du coup à écrire de la dark romance, puisque l'action se situait là du coup plutôt aux États-Unis avec le FBI, les profilers, oui, il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionnait, s'il était crédible de voir une consultante travailler pour le FBI. Et je me suis inspirée de séries comme Mindhunter, comme Esprit criminel. Et bien sûr, j'ai lu les livres du Dr Ressler. Votre personnage principal des dark romances, c'est une consultante. C'est exact. Vous pouvez nous donner son profil ? Alors, c'est très compliqué. Hazel Carter est une demoiselle très renfermée qui, depuis l'enfance, n'a jamais vraiment compris qui elle était, pourquoi elle était différente des autres filles de son âge. Elle s'est toujours sentie un peu déconnectée de la réalité. Et elle a jamais compris en fait pourquoi elle ne ressentait pas d'affection pour les autres, pourquoi son rêve n'était pas de se marier, pourquoi elle ne voulait pas d'enfants, pourquoi s'attacher aux autres lui faisait tellement peur. Et c'est assez naturellement, même si ça paraît contradictoire, mais c'est très naturellement qu'elle s'est rapprochée des tueurs en série. Pour quelle raison ? Vous pouvez développer ? Il n'y a pas vraiment de mots comme sociopathe ou psychopathe, mais peut-être qu'elle ressent un vide énorme en elle, qu'elle n'arrive pas à combler. Et c'est ce même vide qu'elle reconnaît dès qu'elle interroge des tueurs en série. Et elle a ça en commun avec eux. C'est le seul point qu'elle ait en commun. Espérons, mais en fait, elle souffre d'un énorme, malgré son insensibilité, elle souffre d'un énorme trouble de l'empathie qui fait qu'elle peut entrer dans la tête de n'importe qui, que la personne soit bonne ou mauvaise, que ce soit un monstre aux yeux de la société ou quelqu'un de parfaitement normal, elle arrive à comprendre les mécanismes des pensées des autres. Donc le premier livre que vous avez donné à Harlequin, oui, il parle de quoi en fait ? Alors en fait, Hazel travaille pour le FBI, elle donne des conférences à l'académie, c'est-à-dire qu'elle forme de jeunes profilers, en parlant par exemple de profils psychologiques, et à côté, elle enquête avec l'équipe de profilers, et depuis quelques années, ils sont à la recherche d'un homme qu'on appelle l'étrangleur. Et ils n'arrivent pas à l'avoir.
et c'est Hazel qui met au point un plan qui permet d'arrêter ce sociopathe. Et une fois qu'il est emprisonné, elle devrait tourner la page et aller continuer à enquêter sur d'autres tueurs. Mais le problème, c'est que elle est fascinée par cet étrangleur. Elle est fascinée par le fait qu'il ait pu lui échapper si longtemps qu'elle n'ait pas réussi à entrer dans sa tête. Et elle se sent obligée d'aller le voir en prison, de l'interroger et d'y aller encore et encore jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun mystère pour elle. Et elle y arrive ? Elle y arrive, mais le problème, c'est qu'elle doit faire des sacrifices parce que c'est quelqu'un d'extrêmement malin. C'est quelqu'un qui va lui demander justement de livrer ses secrets à elle si elle veut pouvoir entrer dans sa tête à lui. D'accord. Et donc les prochains, vous m'avez parlé de trilogie. Absolument, oui. Parce que même si on est chez Harlequin et qu'on se base sur la romance, je tiens à ce qu'on sache qu'Hazel n'est pas quelqu'un de mauvais. Que l'étrangleur restera toujours l'étrangleur, qu'elle ne pourra jamais lui faire confiance. Et je veux, même si ça finit sur un happy end puisqu'on est chez Harlequin, je veux absolument qu'on continue l'aventure avec Hazel et cet étrangleur qui s'appelle Chris. Je veux qu'on continue à les voir travailler ensemble, avancer ensemble, mais qu'il y ait une fin morale à l'histoire. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors, j'ai écrit beaucoup de romans avant cette trilogie et du coup, en attendant de pouvoir publier la trilogie en entier, il est vrai que j'ai corrigé et j'ai relu pas mal de romans et j'en ai proposé plusieurs à des maisons d'édition, que ce soit des polars ou des romances. D'accord. Vous m'avez parlé d'un thriller sur la mythologie grecque. Oui, alors... c'est vraiment un livre très très compliqué parce qu'on parle d'un théologien mondialement reconnu qui est totalement fasciné par la mythologie grecque, qui connaît toute l'histoire sur le bout des doigts, mais à côté de ça, ce théologien est un tueur en série qui s'est fixé pour but de tout simplement d'éliminer le plus grand fléau que la Terre n'ait jamais connu, c'est-à-dire l'humanité. Rien que ça. Il déteste le monde dans lequel il vit, peut-être parce qu'il s'identifie trop au dieu de l'Olympe. Il détruit tout autour de lui et malheureusement, dans ses élèves, il y a un profiler, encore une fois. Et ce profiler enquête sur lui, sans savoir qu'il s'agit de son professeur hyper charismatique, hyper intelligent. Et très naturellement, il va lui demander de l'aide. Sans savoir qu'il enquête sur l'homme à ses côtés avec lequel il va former un binôme. Et c'est vraiment, je sais que c'est un livre qui sera très, très difficile à éditer parce qu'il mélange beaucoup de choses. C'est à la fois un livre fantastique, à la fois un thriller, mais à la fois basé sur la mythologie. C'est une espèce de Da Vinci Code, mais version mythologie grecque en fait. D'accord. Et une new romance ? Oui, alors ça s'appelle Thérapie illégale. C'est l'histoire très 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 basique d'un psychiatre tout fraîchement diplômé qui se voit confier les dossiers d'un de ses confrères, et parmi ces dossiers il y a celui d'une jeune fille de tout juste 20 ans, fatiguée de vivre, qui ne trouve pas sa place. Cette jeune fille est autiste et il ne sait pas pourquoi, mais il est totalement sous le charme de sa jeune patiente. Et il s'attache à elle et il veut absolument lui donner goût en la vie, la faire sourire, la voir rire. Et il se donne à 200% dans cette thérapie, alors qu'il n'y a quasiment aucun espoir qu'elle soit un jour normale et qu'elle puisse vivre comme toutes les autres jeunes filles. Avez-vous un rêve ? Alors j'ai le rêve de pouvoir évidemment vivre de ma passion pour l'écriture, puisque c'est ce que je fais depuis l'âge de 13 ans. J'imagine absolument pas... vivre, je sais pas comment on pourrait dire, mais dans la vie civile, j'imagine pas du tout m'entourer, avoir une famille. Je voudrais continuer à écrire. Vous êtes mariée avec votre stylo ? Absolument, c'est tout à fait ça. Je voudrais continuer à avoir des idées plein la tête, à me lever le matin avec l'envie d'écrire, me coucher le soir avec plein de petites notes dans un coin de ma tête. Je voudrais que ça s'arrête jamais, pouvoir continuer comme ça
Comment on peut vous retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page auteur Maddy Flynn. Vous pouvez me retrouver sur le site de Harlequin, évidemment, où j'ai une page. Et bien sûr, sur tous les sites de commerce en ligne, comme Amazon. Avez-vous autre chose à ajouter? J'espère juste qu'en fait, on verra au-delà de mes lignes, qu'on ne va pas lire une romance en parlant de tuer mon obscurité. J'espère qu'on verra au-delà des romans harlequins qu'on a l'habitude de lire. J'espère qu'on comprendra le travail de recherche que ça a donné derrière. Parce que cette histoire, cette trilogie, je la travaille depuis au moins 10 ans. J'avais ce rêve de pouvoir écrire quelque chose sur le profilage et sur la romance en même temps. Et j'espère du coup que les lecteurs ne vont pas se fixer uniquement sur le tueur en série hyper sexy, hyper attachant, que l'amour va changer du tout au tout. J'espère qu'on comprendra que Hazel n'est pas folle, qu'elle n'est pas rêveuse et qu'elle garde en tête que cet homme sera toujours dangereux. Et je voudrais vraiment qu'on lise mon livre tel que je l'ai écrit, tel que je l'ai pensé. C'est un livre réaliste. Absolument. Je veux pas qu'on imagine que par amour, un tueur en série est capable de changer. Non, ça, je pense que c'est pas possible, effectivement. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Dix minutes, chronique. Il y a depuis ce début d'année au Havre une atmosphère très particulière, comme une incitation à suivre des courants inhabituels, comme si le vent qui nous est familier prenait encore un peu plus de hauteur et soufflait un désir d'évasion, comme si des récits d'expéditions au-delà de la mer qui s'ouvre devant nous se multipliaient à l'infini. Il reste aujourd'hui encore les échos du festival Le Goût des Autres. Des livres d'auteurs voyageurs ont été ouverts puis refermés, leurs histoires parcourues. Et nous pouvons encore rêver devant les merveilleuses illustrations d'Édouard Rioux à la bibliothèque Armand Salacrou. Avec lui, nous pouvons partir en exploration dans les récits de Jules Verne, à l'aventure. Partir, oui, et revenir. Partir, revenu, c'est ce qu'ont fait les voyageurs havrais d'un été au Havre. Et comme tout voyageur, ils sont rentrés avec leurs souvenirs qu'ils ont déposés au MUMA. Photos, vidéos, créations graphiques, installations, autant de récits et de confidences. Ce sont les cadeaux qu'ils ont apportés après leur retour du vaste monde.
Revenir, c'est un peu de tristesse, l'envie de repartir pour retrouver une chaleur inconnue, un charme étranger, retrouver une vie tout juste découverte. Ces couleurs, ces sons, ces personnes sont encore là-bas sans nous, et nous y pensons maintenant comme si nous les rêvions. Il reste à en parler pour continuer à faire vivre ce qui nous est éloigné, à relire nos carnets, à les réécrire en ajoutant tout ce que l'on ne veut pas perdre d'instant qui risque un jour d'échapper à notre mémoire. Saint-Pétersbourg, mai 2006. Tes notes de voyage ne suffisent pas à dire toutes les impressions nouvelles que tu as vécues. Il te reste à faire la liste de tout ce que tu ne voudrais pas oublier. Oui, tu as des photos, oui, tu as des vidéos, mais cela n'est rien comparé à tout ce qui passe, tout ce qui se transformera et s'installera en toi, deviendra une part de toi. Les images, on les regarde et elles existent, une fois pour toutes. Petit à petit, elles n'évoqueront plus rien qu'elles-mêmes. Bien sûr, tu les regarderas encore, tu les rangeras, tu les oublieras parfois, puis tu les retrouveras dans un carton sur lequel un nom de pays sera écrit en gras avec une date. Mais tu sais bien qu'à l'intérieur, il n'y a que l'infime partie de tes souvenirs. Tu n'as photographié ni filmé la multitude qui descend dans les profondeurs du métro de Saint-Pétersbourg, emportée par un escalier mécanique qui te rappelait des films de science-fiction. Tu n'as aucune image des féroces petites vieilles qui surveillent les salles des musées, aucune des vendeurs de caviar ou de queue de renard sur les marches devant l'Ermitage. Ce que tu as, c'est le souvenir, et parfois, tu as peur de les perdre. Rappelle-toi les spectateurs du théâtre Mariinsky avant la représentation et pendant les entr'actes qui se photographient les uns les autres au milieu des ors et du velours rouge. Le bruit des gouttières géantes des maisons princières de la ville qui s'écoulent directement sur les trottoirs les jours de pluie. L'affichage du décompte des secondes au feu de circulation avant que les voitures à l'arrêt, derrière les clos, ne foncent en avant comme des voitures de course. Tu croyais que Spoutnik, Gagarine, Ilyushin, la chaussure de Khrouchtchev, n'existaient plus que dans les livres d'histoire, mais tu as compris que la période soviétique est toujours présente et préservée, avec recul et humour, comme un patrimoine kitsch qu'il faut exploiter au mieux pour le touriste. Et tu ne sais pas si ce buste en plâtre de Lénine, veste blanche et cravate à pois rouge, sur un présentoir du restaurant où, te dit-on, Dostoïevski aimait se rendre, tu ne sais pas s'il a été posé là en guise de clin d'œil ou au nom d'une mémoire affectueuse. Tu as compris en revanche que tel autre restaurant est tout entier dédié à l'époque déjà rétro du communisme. Là, tout est mêlé entre l'histoire et l'ici, et le décor d'un café clandestin est nié par une musique ininterrompue et définitivement américaine. Tu as marché sur la perspective Nevsky, au milieu d'une foule pressée, regardé les enseignes des magasins et les publicités, et tu t'es dit que cette ville générait en nous, étrangers, des images qui se superposent, celles restaurées des tsars, celles des soviets et celles de Coca-Cola. Sur l'île Vassilievski, chaque jour tu passais devant la statue de Sakharov. Elle est isolée au milieu d'une place, dans le quartier universitaire près des 12 collèges. Une place silencieuse, étrangement, dans une ville si bruyante un peu plus loin. C'est bien le prix Nobel humilié, ce grand homme réhabilité mais brisé, silhouette tordue, à proximité des pelouses et d'arbres élégants et graciles. Mais la tête ne plie pas, le défi est tout dans ce port raidi. Au-delà de la représentation de la souffrance, cette sculpture domine, écrase. Nul doute qu'elle est l'image voulue du remords d'un pays et que chaque passant, quel qu'il soit, paie son tribut à l'injustice. Dostoïevski. Tu as visité son dernier appartement. Tu t'es approché de ses meubles, sa vaisselle. Tu as marché sur ce parquet qui craquait et tu as constaté que quelqu'un, comme chaque jour, avait déposé pour lui un verre de thé sur son bureau. Son thé qui refroidit et que personne ne boit. Ou alors qui? Pouchkine. Tu l'as aperçu, lui qui n'a jamais quitté Saint-Pétersbourg.
et dont on voit le reflet derrière la vitre du café littéraire, où plus jamais il ne revint après ce duel absurde, mais où il est encore. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre voyage. En attendant, vous pouvez lire, trouver des liens en vous rendant sur le site de la MCH à 10 minutes chronique, voyage, aller-retour. À bientôt. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle. Quel est le conseil du fil des pages là pour cette semaine? Alors cette semaine, je vous conseille un grand texte extrêmement bien écrit par un écrivain mais qui est également chanteur, avec une voix superbe qui s'appelle Bertrand Belin et qui nous publie aujourd'hui Grand Carnivore. Grand Carnivore, c'est, on va dire, c'est une sorte de fresque sociale ou de fable. Ça se passe dans une petite ville côtière, on ne sait pas vraiment à quelle époque, on imagine peut-être début du siècle, enfin 20e siècle, pas 21e siècle. Avec l'histoire de deux frères, un qui n'a pas été aimé et qui cherche donc à sortir, qui est énormément très ambitieux et qui cherche donc un petit peu à écraser, mais qui assume ce poste qu'on va lui offrir, et un frère qui lui a été aimé, qui donc fait ce qu'il veut et qui est un artiste. Donc se pose beaucoup de choses de réflexion autour de l'utilité de l'art, notamment de l'utilité également très intéressant. Oui, très très intéressant. Oui. Et dans cette ville, il y a un zoo et les fauves ont été lâchés. D'où le nom Grand Carnivore. Donc ça fait également appel à la férocité, la menace comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, on sait qu'il y a une menace qui surnage, mais on n'arrive pas à l'identifier. Il nous dit beaucoup de choses sur notre siècle. Moi, je l'ai pris comme une sorte d'allégorie de notre temps présent. Et c'est surtout ce que je veux vous dire, c'est que c'est extrêmement élégant. C'est écrit comme s'il chante, c'est donc avec énormément de délicatesse. C'est railleur, c'est drôle. Et c'est un superbe texte. Voilà. Je vous invite à le découvrir. Grand Carnivore. Merci beaucoup, Caroline. Merci Isabelle. Bien. À bientôt. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.